Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de Tout le monde en PAX sur la page Facebook PAX Nouvelles. Merci d'être là. On va laisser à Facebook le temps de notifier tous les abonnés comme quoi le live s'apprête à débuter. On a aujourd'hui trois invités qui représentent deux associations avec André Desmarais, président du conseil de l'ACTA, et Éric Boissonneau, VP de l'Association des agences de voyage du Québec, et un patron de réseau d'agences de voyage avec Sylvain Lastal, groupe Atrium Vasco Gama. Donc, et nos deux représentants, dis-je, d'associations sont également proprios d'agences avec Aéroport Voyage dans le réseau Voyage en direct et on a le voyage Performa dans le réseau Carson Wagonly. Donc, de belles discussions à prévoir. On va regarder comment les gouvernements soutiennent bien ou pas les agences face à la COVID. Donc, voilà, on a passé le cap de la minute. Je vois qu'on est plusieurs à se joindre. Alors, sans plus tarder, je vais rejoindre nos invités. Alors, bonjour tout le monde. Frédéric Gonzalo avec vous, contributeur tout ce qui est marketing numérique pour le magazine PAX. Et j'anime ces PAX, tout le monde en PAX depuis maintenant 4 semaines. Ça fait plaisir donc d'accueillir aujourd'hui André Desmarais. Bonjour André. Bonjour, bonjour. J'en Éric. profite de la minute pour encore une fois féliciter les agents de voyage. C'est leur journée. Alors, Leur on journée, les leur oublie pas. mois même, on peut Leur dire. mois, Le on les mois de oublie l'agent. pas. Donc, Éric Boissonneau, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour tout le monde. Et Sylvain Laster, vous m'entendez bien? Absolument. Bonjour tout le monde. Super. Alors, messieurs, nous sommes là aujourd'hui pour parler des différents programmes et de voir comment on se débrouille avec les mesures et les programmes qui existent pour nous aider à passer à travers la crise actuelle. J'en profite tout de suite également pour vous rappeler que dans le cadre de ce Tout le monde en PAX, on vous invite à laisser commentaires, questions dans le fil qui se retrouve sous la vidéo, ici même sur Facebook. Dans la mesure du possible, on va prendre vos questions, vos commentaires au cours de route parce que c'est le but aujourd'hui donc de voir comment on peut aider les différentes agences, les conseillers à passer à travers la crise actuelle et on espère voir de jours meilleurs. Plusieurs programmes qui existent, hein, messieurs, et puis je pense que c'est ce matin, c'est Serge Abel-Normandin ou Antoine qui publiait une espèce de résumé. Alors d'ailleurs, on vous mettra le lien sous, encore une fois, dans le fil de discussion pour que vous allez voir. On parle du programme de subvention salariale d'urgence. Il y a le PCU qui a fait beaucoup couler d'encre, le PCU et le PCU étudiant, le 2000 et le 1250. Il y a le 40 000 de prêts. Il y a des subventions salariales, le PAC, le travail partagé. Sans faire le contour exhaustif, si je commence par André, est-ce que ça répond bien dans ce qu'on voit en ce moment? Est-ce que ça semble faire un bon tour? Est-ce que c'est quoi votre opinion par rapport au programme existant en ce moment? Moi, personnellement, écoute, je pense que, comme tous les agences, on a été pris par surprise par la dimension de la crise. Personne ne s'attendait à ça. Et même à la mi-mars, moi, j'ai été rencontrer les représentants du gouvernement fédéral et je leur ai demandé voir s'il y avait le programme de travail partagé. Et j'ai fait ma demande de travail partagé et à ma grande surprise, j'ai reçu une réponse presque instantanément, même si l'agent m'avait dit « tu vas avoir une réponse dans 2-3 semaines ». Non, non, ça a été très rapide. Mais le programme d'urgence n'avait pas été établi et le programme d'urgence était plus facilement applicable pour la situation quand, comme on le savait tous, il n'y avait plus de ventes qui se faisaient. Les commerces étaient pour fermer. Alors, nous, on a appliqué sur ce programme-là et on a mis les employés aussi en chômage, un chômage avec réembauche. À l'époque, j'avais prévu le mois d'août, mais c'était probablement le programme le mieux adapté à court terme pour la grosseur de mon agence. C'est sûr qu'il y a d'autres programmes incitatifs de chômage qui sont faits, mais c'est probablement pour des entreprises qui doivent rouler encore complètement, comme les tours opérateurs, qui peuvent malheureusement se permettre de mettre les gens en chômage parce que
Ils ont tout à répondre aux questions, rebooking, crédit et tout ça. Alors, pour le moment, ce programme-là a bien satisfait à nos besoins. Et après ça, bien entendu, on a appliqué sur le 40 000 qu'on a eu immédiatement. Alors, pour l'instant, ces deux programmes-là sont satisfaisants pour notre agence. Bien, c'est bien. Et, de toute façon, il y en a plein d'autres. On aura l'occasion de revenir là-dessus, justement. Sylvain, vous, de votre côté, est-ce que vous connaissiez tous les programmes? Là? Si on regarde la liste, est-ce qu'il y en a là-dedans qui disent « Ah, mon Dieu, je ne savais même pas que tel programme existait » ou vous êtes quand même bien au fait là, des différents? Et si vous les connaissiez, en profitez-vous en ce moment? Avez-vous fait appel à certains de ces programmes-là? Bien, nous, qu'est-ce qui est arrivé au commencement, comme tout le monde, je pense que personne ne s'attendait à avoir une catastrophe de même. C'est sûr que la majorité du monde, on a commencé à mettre le monde au chômage ou sur le programme d'urgence. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a mandaté Raymond Chabot, tous les semaines, à nous donner un background sur tous les programmes. La majorité des programmes que nous, on a vraiment exploité, disons, là, ça va être le celle du prêt de 40 000 qui est très facilement accessible par les banques et dans lequel on a l'opportunité de garder 10 000. Mm-hmm. Après ça, ben, c'est sûr, avec le programme, comme j'ai expliqué, le 2 000 par mois, puis aussi, qu'est-ce qui s'en vient, c'est les loyers. Ça, c'est un petit peu plus spécial, parce que je suis un petit peu là-dedans. Qu'est-ce qui arrive, c'est que le propriétaire n'a pas l'obligation d'aller chercher la subvention. Puis le problème qu'on a, c'est que il y a certains propriétaires qui ne veulent pas perdre 25 Souvent, on dit aux propriétaires, négocier au moins 50 mais il y en a que c'est un peu rock'n'roll, c'est pas encore effectif, mais puis il y a d'autres programmes, comme le dit, du 75 mais ça, souvent, c'est plus pour des entreprises comme des fournisseurs, des lignes aériennes qui sont déjà en opération. Le seul espoir que nous avons, c'est que ça soit extensionné, ces programmes-là, parce qu'ils sont jusqu'en juin à la majorité. Oui, notamment le programme du 75 là, qui, oui, selon, pour l'instant, se termine le 6 juin. Il y a évidemment beaucoup de rumeurs comme quoi ils veulent le reconduire, mais on ne vit pas avec des rumeurs. Hein. On va attendre effectivement les confirmations. C'est le seul aussi qui est le plus payant, parce que lui, il va jusqu'à 825 par semaine. Ça, c'est quand même pas pire. Mais encore faut-il, effectivement, qu'il y ait des ventes et des revenus. Et M. Boissonneau, justement, à vous le tour, curieux d'avoir votre feedback. Le 75-25 permet de garder le lien avec l'employé à son actif. Ce que le PCU ne donne pas, techniquement, l'employé n'est plus à notre service sur le PCU, ce qui crée comme une coupure de lien avec l'employé. Ce que le 75-25 est tout à fait plus souhaitable qu'il soit prolongé, ça garde le lien avec notre employé. Hein. Et oui, André? Il y a un autre programme aussi du fédéral au niveau, il y a le 10 sur les remises qu'on doit faire au gouvernement qui peuvent être aussi applicables avec le 75 Alors, ce sont deux programmes qui peuvent s'associer. Alors, ça fait encore une meilleure... Vous parlez de la subvention salariale du 10 là, hein? Oui. Ouais, par contre, André, je veux juste corriger le 10 lorsqu'on profite du 75-25, ouais, le 10 est amoindri du 75. Oui, vient être réduit. Ce n'est pas cumulable pour aller chercher 85, mais c'est vraiment inclus dans l'intérieur du 75. Ah, je pensais, moi, qu'on devait prendre le pourcentage de 75 et on avait le droit au 10 Non, mais c'était le cas dans les débuts, mais ça a été remplacé récemment par la subvention salariale d'urgence. Donc, on ne peut malheureusement pas, comme on dit, faire un 2 for 1. Ah. Mais ouais, c'est ça aussi qui est le défi avec ces programmes-là. Puis on en parlait avant d'entrer en ondes, c'est que, hein, messieurs, je veux dire, une chose aujourd'hui, le lendemain, c'est plus vrai, puis dans 3 jours, ça va revenir sous une autre forme. Donc, il y a aussi ce défi-là là, des programmes qui évoluent. On le souhaite dans le bon sens, en fonction du feedback qu'on donne, mais ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que, à part les programmes qu'on a évoqués, il y en a d'autres, des programmes qui n'existent pas ou, selon vous, qui devraient exister? Si je pose la question à Éric Boissonneau, de votre côté, ça serait quoi un souhait là, pour un programme qui n'existait peut-être pas en ce moment, mais qui pourrait, ou une variante d'un programme qui existe qui, selon vous, serait plus adapté à la réalité du domaine du voyage? Personnellement, tout comme le domaine du voyage, puis je peux penser aussi aux restaurateurs, aux bars et tout ça, je pense que sincèrement, la subvention salariale d'urgence de 75-25, c'est le programme où est-ce qu'il faut garder les yeux dessus. Il faut espérer une prolongation de ce programme-là, ce qui nous donnerait tous, aux agences de voyage, une bouffée d'air, une sécurité de garder un lien avec nos employés
et puis de pouvoir peut-être envisager l'avenir sur un moyen terme. Parce que tantôt, André parlait du mois d'août. Ça sera quand la reprise? Est-ce que ça sera où? Octobre? Est-ce que ça sera en 2022? En 21, excusez, pas 22, on va se calmer. Est-ce que ça sera en 2021? C'est assez difficile à prévoir, ce qui fait que le 75-25, même dans notre cas à nous, admettons qu'il majorait, parce qu'il faut savoir que le 75-25, il faut avoir une perte de revenus de 30 à part le premier mois pour être éligible. Même nous, au Québec, les agents de voyage, ils nous augmentent ce pourcentage-là à 50 à 40 on va tout le temps se qualifier là, pour le temps que la crise va terminer. Fait que moi, je pense que ce programme-là, puis le programme qu'il faut regarder, Sylvain avait tout à fait raison tantôt, les loyers, je vais apporter une précision sur les loyers que j'ai appris, parce que c'est effectivement, le propriétaire n'est pas obligé, mais c'est souhaitable beaucoup dans notre cas. Et l'autre chose, c'est le PACMI qui peut devenir très intéressant pour se créer un pont, pour garder encore nos employés le plus longtemps attractifs, garder le lien d'emploi avec nos employés. Le PACMI, qui est le programme d'action concertée pour le maintien en emploi. Là. La formation, exactement. C'est comme un programme qui subventionne la formation. Tout à fait, effectivement. André, oui? Oui, non, je disais que c'est un programme au provincial le financement de la formation. Là, c'est un programme qui est intéressant, surtout qu'en ce moment, nos agents ont un peu moins de travail. Alors, c'est le temps peut-être justement pour les former. On parle toujours de professionnalisme dans le voyage. Alors, je pense que c'est une belle occasion là, de profiter de ces subventions-là. Excellent point, effectivement. Je suis curieux, parce qu'il y a plusieurs programmes qui ont été évoqués, même celui du 75-25, programme de loyer d'ailleurs, je vois qu'on a mis l'information sous le fil s'il y en a qui veulent avoir plus de détails là-dessus. Sylvain, au niveau de vos membres, avez-vous l'impression qu'il y a peut-être des laissés pour compte avec les programmes actuels, peut-être en raison du statut de peut-être certains conseillers qui sont travailleurs autonomes ou qui n'ont donc pas accès, ou des fois il y en a des propriétaires qui ne se versent pas de salaire? Est-ce que, dans votre observation, il y a des trous là, qui pourraient être à venir régler? Mais je te dirais, au commencement, c'était encore pire parce que beaucoup de monde, malheureusement, ils se payaient seulement avec des actions. Puis ça, malheureusement, les actions devraient être payées seulement avec des bénéfices à la fin de l'année, mais il y en a qui font ça pour sauver de l'impôt, puis là, les autres, ils ont eu un petit problème. Ça a été réglé indirectement, mais il fallait quand même que tu t'ailles verser 5 000 spécialement des agences, une agence qui est en opération depuis des années, mais nous, des fois, on ouvre des agences neuves. Ça peut arriver qu'un propriétaire arrive et il ne s'est pas donné de salaire du tout, peut-être dans les mois ou dans l'année. Ça a été un petit peu plus compliqué, je te dirais. Mais en général, pour une crise dans laquelle on est dedans, je sais pas, mais je trouve que quand même, pour les autres, on a été chanceux sur un gouvernement quand même fédéral ou provincial qui ont réagi vite quand même, qui n'ont pas mis des barrières longues. Même, je te donne un autre programme qui existe, la Banque du développement du Canada, tu peux aller chercher 100 000, puis tu n'as pas d'intérêt ni de versement avant 6 mois, puis si tu le rembourses, tu n'as pas d'intérêt avant 5 ans. Non, excuse-moi, tu as des intérêts, tu as jusqu'à 5 ans pour le rembourser, mais si tu le rembourses avant, tu n'as aucun intérêt, c'est des choses, c'est sûr que c'est des gros montants qui peuvent être donnés, mais est-ce qu'on a-tu vraiment besoin de ça, 100 000, c'est une autre question, dépendant de chaque point de vente. Là. Mais c'est sûr qu'il y aurait... C'est sûr qu'il y a toujours du monde qui vont en vouloir plus. C'est sûr que moi, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas pire. Je suis un petit peu craintif, comme n'importe qui, à voir qu'est-ce qui va se passer l'été, qu'est-ce qui va se passer après. Puis on va avoir une industrie qui va être encore comme elle est avant que, tu sais, je pense qu'on se comprend un peu en espérant qu'il n'y aura pas trop de dommages. Mais bon. Et justement, ça serait ma prochaine question que j'aimerais vous demander, là, et j'aimerais vous entendre là-dessus, André et Éric. De manière générale, est-ce qu'on a l'impression que les gouvernements, je dis les gouvernements, d'un provincial et fédéral, c'est peut-être plus au niveau fédéral, mais à vous de me dire, prêtent assez assistance aux agences de voyage, à l'industrie du voyage? C'est quoi votre feedback par rapport à ça? Je vais commencer par André, tiens. Bon, écoutez, justement, l'ACTA a fait une demande au fédéral de 3 milliards pour soutenir l'industrie touristique. Mais l'industrie touristique, c'est quand même 3 milliards additionnels parce que c'est très vaste. Parce qu'on a deux réalités. On a l'expéditif et le réceptif. Et nous, bien entendu, comme agence de voyage, on souffre à cause que l'expéditif et les frontières internationales sont fermées. Mais l'inverse est vécu par tous les tours opérateurs qui reçoivent les touristes au Canada. Alors, je ne sais pas comment le gouvernement va interpréter notre demande, mais c'est sûr que nous, on a fait la demande pour supporter particulièrement les agences de voyage
qui en pâtissent beaucoup plus parce qu'on est la seule peut-être industrie qui avons eu des pertes de nos ventes précédemment à la crise. Et bien entendu, on subit les pertes de ce que nous avons vendu pour le futur. Alors, on est doublement pénalisé. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? C'est pour ça que l'ACTA fait des demandes particulières par rapport à TPS, TVQ, par rapport au DAS. On essaye d'avoir des amortissements de prêts qui sont à plus long terme. Mais le gouvernement a beaucoup de chats à fouetter. En tout cas, tous les jours, on n'arrête pas de frapper à la porte. Oui, et c'est effectivement autant dans le voyage que dans le tourisme, le voyage dans l'expéditif, peut-être le tourisme dans le incoming. Dans les deux cas, on semble être du superflu et on veut ouvrir les usines. Bon, on peut comprendre d'un point de vue de l'économie, mais d'un autre côté, on se dit peut-être qu'on souffre d'une perception. Et Éric, j'aimerais vous entendre justement au niveau de l'AVQ. Qu'est-ce que les gouvernements, qu'est-ce qu'on voudrait de plus au niveau d'assistance? Ben, à court terme, dans une crise, il y a les trois fondements, les trois fondements qu'il faut respecter. Le premier, pas respecter, mais essayer de suivre. Le premier, liquidité. C'est la liquidité qui est importante. Le deuxième, on s'attaque aux clients, nos employés. Puis la troisième, c'est comment on va revenir. Le problème qu'on a, nous, c'est comment on va revenir. Comme Sylvain disait, ça sera quand? Mais personne ne peut y répondre jusqu'à maintenant. Les programmes pour la question de liquidité, je pense qu'actuellement, sont quand même relativement... Ils ont donné une très bonne base. Mais là, il faut voir plus sur le moyen terme en disant où est-ce qu'on s'en va après le mois de juin. Ce qui commence à être dangereux, ça va être la fin de la PCU qui est autour du 20 juillet, je ne me souviens pas de la date exacte, et le 75-25 qui est autour du 10 juin. Qu'est-ce qu'on va avoir après ces dates-là? C'est surtout là que moi, mon concern, là, mon focus est sur ce point-là présentement. C'est cette étape-là qu'il va falloir réagir. Est-ce que le 10 juillet, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va avoir prolongation du PCU? Est-ce que ça sera le 75-25? Moi, je pense qu'à court terme, c'est surtout là qu'il faut se concentrer. Tout le monde, et propriétaire, et grossiste, et réseau. C'est celui-là qu'il faut passer à travers. Là. Effectivement. Oui, André? Je dis les compagnies aériennes. Oui. Parce que justement, lors du meeting de M. De Gignac, eux autres, ils prévoient pour l'ensemble des compagnies aériennes un rétablissement à 50% pour décembre 2020 et un rétablissement peut-être à 95% pour 2021, en décembre. Oui, donc effectivement, on est dans la récupération de longue haleine. À plus courte haleine, si je peux ainsi dire, il y a une bonne question de Sylvain qui nous demande quelle solution avez-vous pour les nouvelles agences sans salaire et sans dividende? Je ne sais pas qui a envie de répondre sur celle-là. Sylvain, tiens, Sylvain, est-ce qu'on a une piste de solution? C'est sûr que le 40 000 j'espère que la personne a pu se donner au moins 5 000 c'est sûr que, là, moi, je peux t'expliquer, ça fait déjà 2 mois, mais c'est sûr que si la personne peut se faire un chèque de 5 000 il faut au moins 5 000 de liquidité, mais il serait capable d'aller chercher quand même le 40 000 s'il se ferait le chèque. Mais là, le problème, plus le temps passe, plus c'est un petit peu plus difficile de justifier dans les 12 derniers mois. Sinon, je pense que la Banque du développement du Canada, comme je t'ai expliqué, tu n'es pas obligé d'aller chez 100 000, mais tu peux aller chercher un montant. C'est sûr que, c'est comme j'ai dit, s'il ne peut pas avoir non plus les choses d'urgence de 2 000 moi, je te dirais que le 40 000, c'est ce que je pourrais considérer pourrait être le mieux. C'est sûr, après ça, il va y avoir le loyer. Ça, c'est sûr que la baisse est là. Au moins, c'est un loyer qui va être réduit. Mais à part de ça, comme je te honnête avec toi, une chose qu'on a fait, nous, beaucoup, c'est que j'ai beaucoup de propriétaires, d'agents qui ont été se trouver des jobs ailleurs, temporairement. Que ce soit dans les hôpitaux, que ce soit dans les compagnies de transport, que ce soit... il y en a qui font même des jardins, etc. C'est temporaire. Ils gardent 1 heure de téléphone pour appeler leurs clients, mais parce qu'entre moi et vous, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. Les propriétaires, si quelqu'un serait dans ce cas-là, moi, je lui dirais, va te trouver un emploi quelque part, temporairement. Puis il y en a beaucoup qui le font. Ce qui est surpris, j'en ai beaucoup qui le font. Éric, André, peut-être un complément d'info là-dessus ou ça irait dans les mêmes veines? Je suis définitivement d'accord que le 40 000 est la meilleure option si quelqu'un est capable de prendre un salaire de 5 000. Tout le reste, ça l'implique
des sommes, quand même, de 100 000. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à ça, mais il y a quand même 4 d'intérêt. Il y a 80 garantis par Canada, mais ça reste des prêts personnels à un certain niveau. Là. Oui. C'est bien évident aussi qu'on va tous perdre de l'argent. On va tous perdre de l'argent. Alors, malheureusement, ça prend quand même une certaine solidité financière pour passer à travers ça. Même si on a le 40 000, même si on a les subventions, en ce moment, il n'y a pas de productivité. On a tous des frais fixes. Alors, malheureusement, c'est pour une nouvelle agence qui vient de débuter, il va être obligé probablement de piger dans son bas de laine à lui. Puis on va lui souhaiter bonne chance parce que c'est vraiment pas l'idéal. Je peux vous dire par expérience, j'ai ouvert mon agence et j'ai reçu mon permis IATA le 10 septembre 2001 et le lendemain, les tours tombaient et toute l'industrie du voyage changeait, puis j'ai tout perdu de l'argent que j'avais vendu. Et je sais que ça m'a coûté cher. Alors malheureusement, pour une agence qui commence, ça va être très difficile. Bien, justement, parlons un peu de certaines revendications. Je pense que autant l'ACTA que l'AVQ, vous avez récemment fait des demandes au niveau du gouvernement. Vous avez demandé, je pense, à signer des lettres. André, tout à l'heure, faisait mention d'un 3 milliards. J'aimerais peut-être que vous nous expliquiez un peu plus ce 3 milliards. Après ça, Éric, peut-être nous expliquer au niveau de l'AVQ, votre approche, votre perspective. Mais André, d'abord, peut-être nous détailler un peu plus ce que vous demandez concrètement, parce que 3 milliards, c'est quand même... c'est pas un petit chiffre, là, ça se détaillait, ça se ventile comment? Mais écoutez, là, c'est une grosse industrie. C'est un montant additionnel qu'on demande pour supporter les agences de voyage. Dans le 3 milliards, c'est ça qu'on demande. On demande, par exemple, que la TPS des véhicules soit pas remise. On demande, bien entendu, que même les DAS qu'on aura à payer dans le futur soient conservés à l'agence et c'est des montants comme ça, puis c'est des montants qu'on demande aussi en crédit ou en prêt garanti. Alors, c'est tous des montants qu'on essaye de gruger au fédéral. Alors, ça fait partie d'un ensemble, mais on est tout à fait conscient qu'il y a quand même des très, très gros joueurs dans le domaine du voyage. Il y a des agences qui sont corporatives, qui ont 200, 300 agents de réservation. Eux autres aussi en pâtissent énormément. Alors, quelle va être la distribution? Comment ça va sortir? On se pose toujours des questions. On a bien hâte d'avoir des réponses. Mais malheureusement, on n'a pas les réponses à notre demande. Éric, au niveau de leur vécu? Ben, d'un autre côté, la lettre dont tu fais mention, Frédéric, ça a été, pour faire un bref historique de cette lettre-là, ça a commencé avec les propriétaires de Carlson Wagon-Lit, dont je fais partie. On a voulu commencer à écrire une lettre à nos députés et ministres. On a modifié la lettre, on l'a pondue. On a eu une réponse honnêtement, on est extrêmement satisfait. On a reçu plus de 250 demandes des membres, des propriétaires d'agences ou directeurs pour avoir cette lettre pour l'envoyer au gouvernement. Okay. Ce qui était dans la lettre, grosso modo, c'était l'explication on en parlait un peu du commerce local, ce que ça veut dire du commerce local. On fait partie du panier bleu, on ne fait pas partie du panier bleu, oui ou non. Mais il était aussi beaucoup question, et c'est un peu le cheval de bataille qu'on essaie de régler le plus rapidement possible, et on est tous pris avec ce problème-là, les agences. C'est le fameux dossier de l'OPC. La lettre traitait beaucoup de l'OPC. La réponse, on ne l'a toujours pas, vous l'avez vu. On l'espère le plus rapidement possible parce qu'à tous les intervenants qui passent à la TV, on se ramasse avec des questions, on recommence le dossier, les demandes de remboursement, ce qu'on n'en peut pas, c'est le dossier où on a envoyé la lettre au gouvernement et on a eu quand même des réponses de ministres, sous-ministres, attachés politiques de ces gens-là. On espère une réponse rapidement, tout comme tout le monde à peu près. Ça a été le but de la lettre. On fait référence, là, bien sûr, au débat crédit, voyage versus remboursement dont on a parlé la semaine dernière. Justement, ici même, tout le monde en parle avec les deux avocats qui représentaient les deux côtés de la médaille. Ah, puis le but de l'AVQ, c'est vraiment d'entériner. On souhaite que le gouvernement entérine le 2 ans de crédit, mais que le client puisse être remboursé après. C'est la proposition qu'on a faite à l'OPC, d'amender la loi, d'accepter le crédit, un peu comme ça se fait en Europe actuellement, avec des délais qui ne sont pas les mêmes, les nombres de mois, mais que ce crédit-là soit légiféré et remis en remboursement après cette date de prescription.
nous, à l'ACTA, on a aussi ajouté qu'il y ait une grande flexibilité parce qu'il peut y avoir des changements de nom nécessaires. On peut se douter qu'il va y avoir peut-être des divorces au cours de ces 2 ans-là. Il peut y avoir des mortalités. Alors, ça donne encore une flexibilité qui permet aux tour opérateurs de ne pas avoir à rembourser ou de passer par le fonds d'indemnisation au bout de 2 ans. Alors, de pouvoir transmettre ce crédit-là à quelqu'un d'autre. La demande, en fait, c'est que le crédit voyage demeure une somme d'argent plus qu'un crédit à une personne spécifique. Alors ça, c'est une des demandes. Moi, en tant que vice-président de l'association à Toronto, j'avais exprimé aussi peut-être la bonification du crédit. Parce que j'ai toujours dit, si on donne un 10-15% de plus sur le crédit, ça va être plus facile pour le client de prendre la pilule. Et en même temps, c'est que beaucoup de clients nous ont dit, oui, oui, on le sait, nous autres, quand on va voyager, ben, ça va être plus cher. Puis ils vont nous demander de payer la différence. Alors ça, c'est un côté que moi, j'ai poussé, malheureusement. C'est plus difficile à vendre au tour opérateur. Avez-vous déjà un peu un son de cloche par rapport aux lettres? Éric parlait de 250 de demandes. Est-ce qu'on sait déjà un petit peu autant au niveau de l'ACTA que de l'AVQ? Est-ce que ça génère déjà un petit peu de la réaction? Est-ce qu'on a des résultats au bout, André? Bon, écoutez, l'ACTA a fait la même chose, bien entendu, au niveau canadien. Et nous aussi, on a eu une excellente réponse sur nos envois. On demandait à ce que ça soit envoyé au premier ministre, au ministre du Tourisme, au ministre, et qu'on envoie ça à son propre député. Alors, on a eu une excellente réponse. Malheureusement, il y a eu du feedback, mais est-ce que ça va faire bouger la machine gouvernementale? On ne sait pas encore. Éric, à votre niveau, est-ce que vous avez d'autres sons de cloche? On a eu des sous-ministres qui ont dit, exemple, on a envoyé la lettre à M. Fitzgibbon qui a répondu qu'il la transférait aux touristes. Nous, on a demandé non, on n'est pas considéré dans l'industrie touristique telle quelle selon la vision du gouvernement provincial. Parce que pour eux, le tourisme, c'est de voyager à Gaspé ou de voyager sur la Côte-Nord. Ce n'est pas faire de l'expéditif de clients. On n'a pas eu la réponse encore à ça, mais honnêtement, je pense qu'il faut s'attendre quand même à une réponse dans les prochains jours ou semaines possibles. Parce que c'est réellement la patate chaude que tous les conseillers ont à jouer avec actuellement. Puis on est comme entre l'arbre et l'écorce. On voudrait bien rembourser, mais on peut pas. La règle n'est pas là. Oui. Sylvain, de votre côté, on en pense quoi de ces initiatives-là? Est-ce que c'est quelque chose qui, selon vous, peut venir appuyer un peu vos récriminations? Est-ce que vous en faites quoi? Est-ce que vous avez participé à cette initiative-là de signature de lettres? Oui, les lettres, on les a reçues, on les a envoyées à tous nos membres. Même, qu'est-ce que j'ai trouvé de bien? J'ai vu Moscou Côté aujourd'hui sur TVA. Il a très bien parlé, il a bien répondu. J'ai trouvé ça quand même, parce que souvent, c'est rare qu'on entend parler du voyage, on va entendre parler des restaurants. Peut-être qu'ils seront plus gros, il y a plus d'employés, mais je trouve que c'était quand même bien ce qu'il a répondu. Puis souvent, je suis encore un peu à dire, c'est quoi d'autre vont nous faire à part des lettres et peut-être des médias sociaux à essayer de faire quelque chose, mais au moins les initiatives que les deux associations ont fait, moi je suis bien content, puis je suis bien fier pour une fois, je dis pas ça négativement, là, mais c'est là qu'on voit dans des crises, disons, l'avantage d'avoir des associations qui sont là pour nous aider, parce que souvent, malheureusement, quand on run un réseau, qu'on s'occupe, on a de nos franchisés, il faut absorber les autres, qu'est-ce qu'ils font, mais vous avez un job extraordinaire, puis merci, puis Moscou, encore, j'étais content, tout le monde m'appelait, disait, hey, Moscou va passer, je l'ai écouté, puis il a très bien parlé. Il peut avoir des choses de même, mieux que ça va être pour nous autres, je pense. On va aller dans le côté personnel. Moscou ne sera pas content, mais Moscou a aussi une plateforme demain à Salut Bonjour, autour de 9h20, 9h40. On publiera sur le AVQ. Moscou a aussi une tribune demain à Salut Bonjour pour réexpliquer le phénomène du crédit qu'on voudrait bien rembourser, mais que c'est pas nous, l'argent n'est pas chez nous. Mais c'est important qu'il y ait justement parce qu'en ce moment, on dirait qu'il y a une absence. Justement, les médias vont avec des trucs, ils vont discuter, mais on dirait justement, on entend moins la perspective de l'industrie. Et là, encore une fois, je fais référence autant au voyage qu'au tourisme. Dans les deux cas, parce que moi, je travaille sur les deux niveaux. On parle beaucoup d'autres pans de l'économie, mais les agents de voyage qui en ont suivi une shot au cours des dernières semaines,
c'est comme tombé dans l'oubli, alors que justement, on est supposé être dans la semaine, le mois des agents de voyage. On devrait en parler justement plus que jamais. Donc, content de savoir qu'il y a eu des discussions aujourd'hui, que demain encore, il y aura plusieurs d'entre vous au niveau des associations qui pourront être dans l'œil du public pour présenter à tout le moins la perspective des agences et par rapport aux enjeux qui vous concernent. Là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on aimerait beaucoup que l'OPC prenne partie dans cette décision-là, à savoir que les crédits de voyage, ce soit quelque chose de très pertinent et d'accepté, compte tenu de la situation de force majeure. Alors, ça nous donnerait un coup de pouce parce que on doit répondre toujours à nos clients et les autres, ils veulent être remboursés. Et malheureusement, ça, c'est une des autres problématiques. Et cette question-là, je l'ai posée à M. Desgignac. Pourquoi IATA n'est pas capable, avec son association, de donner des politiques claires? Parce que d'une compagnie aérienne, c'est deux sons de cloche. C'est la même chose pour les, excusez-moi l'expression anglaise, les chargebacks, les retours de cartes de crédit. Alors, il y a des compagnies qui les conservent, il y a d'autres compagnies qui renvoient ça aux agences. Alors, c'est des situations qui sont vraiment à discuter et qu'il est temps qu'il y ait des décisions qui soient prises au niveau gouvernemental par l'Office des transports du Canada. C'est ça qu'on attend, c'est ça qu'on a besoin. Oui, d'ailleurs, c'est un peu ce que ça fait écho des gens justement dans le fil qui disent effectivement merci d'amener ces points-là. Une petite question technique ici, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais il y a Nick qui nous demande, en fait, qui précise que pour être admissible au QEC, là, le prêt de 40 000 l'entreprise doit, semble-t-il, démontrer qu'elle a versé au moins 20 000 en masse salariale et non pas 5 000. Alors, je ne sais pas si c'est le cas. Ça serait à valider. Annick, non, Annick, elle a tout à fait raison. C'est un lapsus qu'on a commis, mais Annick, elle a tout à fait raison. C'est 20 000, hein? Oui. C'est 20 000. Bon, alors voilà. Il était à 50 000 au départ. Il y a eu un réajustement pour 20 000, mais Annick, elle a tout à fait raison. Bon, ben voilà, la précision est faite. On dépasse déjà les 32 minutes. S'il y en a qui ont encore une ou deux questions, on va les prendre avec grand plaisir. Moi, j'en ai une petite dernière. Tout à l'heure, Éric avait parlé du phénomène justement d'achat local, qui est un mouvement assez lourd qu'on a vu dans les 8 dernières semaines avec le panier bleu. Est-ce que vous n'avez pas peur justement que il y a une perception au niveau gouvernemental avec vos revendications que, ultimement, si on finance des entreprises, des fournisseurs qui envoient les Québécois dans les Caraïbes ou en Europe ou ailleurs, qu'il y ait une espèce de... Même si en tant que spécialiste de l'industrie, on sait que c'est pas tout à fait ça, est-ce que ça peut être dans les perceptions qu'on risque de jouer? Je suis curieux, là, Éric. Honnêtement, je pense que c'est une conscience qu'il faut faire encore, va probablement prendre encore, va falloir encore prendre la tribune pour expliquer que on l'avait mis dans notre lettre, là, de la dernière lettre de l'AVQ qu'on a envoyée au gouvernement, qu'on a demandé de copier, il y avait un beau paragraphe qui expliquait un peu, on n'est pas considéré touriste, mais on est oublié un peu dans la fonction de tourisme, mais il faut prévoir qu'il faut conscientiser les gens qu'un voyage, prenons exemple, un forfait sud à 1 000 $ dans le sud, on parle d'à peu près un 700 $ qui reste. Donc, il y a 30 % seulement qui va à l'étranger, sans compter que le consommateur va se mettre à dépenser le costume de bain, la valise, le XY, les frais accessoires. Il y a beaucoup d'argent qui reste au Québec, mais oui, je pense, et tu as tout à fait raison, Frédéric, il va falloir jouer sur cette conscience-là, travailler et l'inculquer en disant aux gens, attention, on n'est pas considéré comme des exportateurs, qu'on prend votre argent et qu'on l'envoie complètement à l'étranger. C'est tout à fait faux. T'sais, on pense aux pilotes, agents de bord, les propriétaires de bâtisses, les grossistes, les employés, les gens de l'aéroport, le parking, name it. Des collatéraux, il y en a énormément. Là. Fait qu'on est une industrie quand même québécoise, mais oui, je pense qu'il va falloir conscientiser le pouvoir politique là-dessus. Sylvain? Peut-être te mentionner une chose. Moi, c'est sûr, comme on a vécu tous le 11 septembre. Puis une affaire qui m'avait surpris du 11 septembre, c'est que les choses sont revenues quand même rapidement. L'être humain a la faculté d'oublier. Puis une fois là, que ça va repartir, là, je pense qu'on est tous écœurés d'être à la maison. On est écœurés. Tout le monde a hâte de partir. Puis si tu parles au monde, là, je sais qu'il y a du monde qui dit « Ah non, ils ne partiront pas. » Oui, il y a toujours du monde très négatif, mais je pense que le monde va vouloir partir. Puis j'espère que ça va décoller, en espérant que ça... Parce que je pense que le monde va oublier rapidement. Une fois qu'ils ont, spécialement si on le remède, alors... On va se le souhaiter, ça c'est sûr. André? Oui. C'est ce que M. Desgignac disait. En ce moment, IATA travaille à standardiser justement les nouvelles opérations à travers le monde
pour que les gens sachent exactement quelle procédure ils vont avoir à passer pour pouvoir entrer dans l'avion, parce qu'ils veulent absolument exclure la distanciation sociale dans les avions. Ils ne veulent pas amener de 3 bancs à 2 bancs. Il faut qu'ils conservent le volume de sièges qu'ils ont pour conserver leur rentabilité. Alors, les procédures vont être avant l'embarquement et après l'embarquement, au niveau des frontières, des choses comme ça. Et surtout que, je sais que vous avez sûrement entendu parler, que les gens qui prennent l'avion puis qu'ils n'ont pas le rapport médical doivent tomber en quarantaine pendant 14 jours. Alors ça, il faut absolument éliminer cette disposition-là, car ça va devenir incohérent, surtout pour les voyages d'affaires, où les gens restent 2 jours à Hong Kong, signent leur contrat, puis ils reviennent. Ça n'a aucun sens. Parce que le voyage d'affaires aussi, c'est un voyage qu'on ne parle pas souvent, mais c'est une partie très importante dans le domaine du voyage. Et c'est eux qui font vivre beaucoup les compagnies aériennes. En temps normal, je dirais on est rendu à 35 minutes. On a fait un beau tour, mais je viens de voir popper une petite question. Je me dis, tiens, je vais quand même vous la... Parce que Sylvain nous demandait, est-ce que vous avez un plan pour les agences versus les achats en ligne? Alors, je vais paraphraser ou reformuler la phrase. Enfin, moi, je me demande, est-ce qu'il y a une initiative pour essayer de pousser justement, tout à l'heure, de dire, passez par votre agent de voyage plutôt que d'aller via les agences de voyage en ligne, là, comme on les connaît. Voilà, je viens de voir que j'ai perdu mon image. Je vous envoie ici. Voilà. Donc, au niveau des... Donc, est-ce qu'il y a une initiative qui est prévue là, pour justement peut-être pousser, parce qu'on sait que les achats en ligne, c'est quand même un gros concurrent des agences de voyage. Donc, je pense que la question ici est, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra se faire justement dans le contexte de cette nouvelle réalité-là pour inciter les consommateurs à passer par leur agent ou même d'avoir une plateforme uniforme pour tous les agents au Québec? Éric? Ben, je pense qu'un point qu'on ne doit pas oublier, c'est que les gens qui ont été pris à destination, qui avaient réservé par des agences externes qui ne sont pas avec un humain au bout d'une ligne, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu une mauvaise expérience. Un wake-up. Je ne sais pas comment dire ça, mais ils ont pris conscience que, écoutez, le rôle de l'agent de voyage est peut-être important et encore plus on vient de s'en rendre compte avec une pandémie. Puis pourquoi on fait affaire en direct? Je pense qu'il y a des gens qui vont se poser beaucoup de questions. Ça vaut-tu vraiment la peine de ne pas faire affaire avec un agent de voyage? Je pense qu'il y aura des campagnes qui devront avoir lieu. Parce que oui, il y a un certain pourcentage de gens qui s'en sont rendus compte dernièrement quand ils étaient pris à Malaga ou n'importe où en Équateur. Ils étaient bien contents de pouvoir parler à quelqu'un ou de ne pas parler à quelqu'un. Ce serait intéressant de voir effectivement peut-être les groupes comme Triumph, Vasco, Voyage en direct ou autres, et même les associations. Est-ce qu'il y aura un fonds commun qui sera mis pour un marketing ou une campagne publicitaire de sensibilisation? C'est peut-être ça aussi qui pourrait être intéressant à voir là, pour un peu... Peut-être pas mais il y avait quand même déjà une tendance qui s'était établie dans les agences de voyage de travailler des forfaits qui le sont propres à eux autres mêmes. Alors, parce que la réservation en ligne, c'est du custom, c'est du standard. Tandis que l'agence de voyage prend beaucoup de valeur en offrant un produit plus spécifique et je pense que ça va continuer. Parce que dans l'évolution de l'acheteur, de voyageurs qui ont pris beaucoup plus d'expérience au cours des années, ils recherchent des choses plus spécifiques, des choses plus exotiques. Alors, c'est pour ça que l'agence de voyage devient un élément important dans le développement de l'industrie du voyage. Sylvain, je vais aller vers Éric, puis après ça, le mot de la fin avec Sylvain. Éric? Juste avant qu'on quitte, j'aimerais vraiment parler du PACMI parce que je pense que c'est un programme que les gens doivent prendre conscience et on a quand même quelque chose sur lequel on travaille là, vécu que je veux partager. Je peux laisser parler Sylvain, excusez. Je vais revenir vers vous. Effectivement, on finit avec le PACMI, Éric, avec plaisir. Sylvain, juste rebondir sur le vente en ligne versus vos réseaux. Peut-être un dernier commentaire là-dessus. Moi, je te dirais, depuis peut-être même quelques années, on réalise, nous, qu'il y a de plus en plus de monde qui viennent en agence. Je pense que le malheur qu'on vit va nous faire encore montrer de la valeur à nos agences. Je te dirais, des fois, j'appelle des agences, puis même des fois, il y en a qui ne sont pas là, mais sur le répondeur, il dit, si vous avez réservé en ligne, bien, malheureusement, je m'occupe bien que de mes clients. Ça veut dire qu'il y a des clients qui appellent une agence pour avoir de l'information parce qu'ils ont réservé en ligne. Ça, c'est une leçon. Puis je pense que ça va être encore une chose qui va vraiment nous aider.
quand ça va repartir. Mais je suis conscient, puis tu as raison, je pense qu'il faut constamment démontrer qu'on est là, comme on fait à la télévision, comme Moscou va faire. Il faut vraiment démontrer notre qualité. C'est qu'on est là, beau temps, mauvais temps. Et ça passe beaucoup par la formation qui est financée notamment par un programme qui s'appelle le PACME. Donc, Éric, peut-être nous en glisser un mot pour terminer. Le PACME, juste pour faire une bref historique de ce qui est le PACME, il y a une enveloppe budgétaire qui est accordée par Québec, une entreprise, on va dire des agences dans notre cas, mais n'importe quelle entreprise peut faire former ses employés. Ce qu'ils font, c'est qu'ils subventionnent le cours au complet et les heures de ce cours pour les employés à salaire qui était payé jadis, là, avant la crise. Et là, ce que nous, on est après faire, là, a vécu, je suis content de le partager. Le problème, c'est que c'est pas terminé. On est en veille de finaliser ce projet avec une agence externe qui n'est pas Carlson Wagonlit, avec April Fortier. On est après de mettre en marche un cours qui est adapté aux agents intermédiaires et seniors, avec des modules complémentaires où est-ce que les gens vont pouvoir appliquer via le PACME sur ce programme-là. Je pense que c'est un outil formidable. Il faut faire relativement vite parce qu'il y a une enveloppe budgétaire X attribuée sur ce projet-là. Et c'est pour ça que restez aux aguets. On va publier via le Facebook de l'AVQ et la page très bientôt, je présume en début de semaine prochaine, pour donner le temps aux gens d'aller poster, remplir le formulaire de PACME. Je pense et on a voulu aller attaquer la gamme, parce que les cours, évidemment, April Fortier, c'est reconnu comme étant l'école du voyage, mais pour les débutants, entre guillemets, pour les juniors, ceux qui commencent, on voulait aller chercher un cours qui était beaucoup plus adapté à l'intermédiaire et à l'agent senior. Excellent. D'ailleurs, le PACME, j'en profite parce que étant formateur moi-même, j'ai été très sollicité dans les presque 3 semaines dernières, depuis que ça a été annoncé. Effectivement, la cagnotte de 100 millions de dollars qui doit être dépensée avant septembre le sera fort probablement avant ça parce que c'est énormément populaire, beaucoup de demandes qui sont faites. Donc, bravo pour l'initiative. Je pense qu'effectivement, ça va être populaire et je pense que la demande est là, comme les autres programmes. Messieurs, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. André, il y avait un petit dernier mot qu'on voulait glisser. Oui, c'est juste dire que pour le PACME, on peut trouver ça sur l'Internet, programme de formation, c'est marqué COVID. Alors là, vous allez avoir toutes les règles associées au programme. Et je vais demander de toute façon à Antoine ou Serge, là, dans le fil, d'aller peut-être mettre l'information sur le PACME, effectivement. Sylvain, André, Éric, merci messieurs d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous expliquer un peu et puis avoir cette conversation. On apprécie et les gens dans le feed semblent avoir très apprécié. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. On va vous souhaiter un bon retour, un bon été. Bye bye. Merci. Merci.